Ma mère laissait mes jeunes frères et sœurs éviter les corvées pendant que je faisais tout. Quand je les ai finalement confrontés, ils ont balayé ça d'un revers de main, tu es trop sensible. Alors, j'ai déménagé le jour même. Juste après ça. Ils étaient choqués et paniqués. Je m'appelle Léa. J'ai 20 ans, et ma vie est devenue une longue liste de choses à faire que personne d'autre dans ma famille ne lit. Pendant que mes jeunes frères et sœurs rient dans le salon et que ma mère se détend, c'est moi qui ai les mains dans l'évier, qui traîne les sacs poubelles dans le couloir, qui reste éveillé après minuit pour réparer le désordre que tout le monde prétend ne pas voir. Le soir où tout a éclaté, j'ai claqué une pile d'assiettes grasses sur le comptoir et je l'ai enfin dit à voix haute. Pourquoi suis-je la seule à tout faire? Pas de réponse, juste un haussement d'épaule, un roulement des yeux, un rire. Quand j'ai insisté, quand j'ai osé dire que c'était injuste, je n'ai pas eu d'excuse. J'ai eu la même phrase que j'avais entendue toute ma vie, tu es trop sensible. Ces 3 mots m'ont frappé plus durement que n'importe quelle porte claquée. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'ils ne s'attendaient pas seulement à ce que je fasse tout, ils s'attendaient à ce que je reste silencieuse pour toujours. Je suis restée là, tremblante, du savon sur les mains, en pensant, si je ne bouge pas maintenant, ce sera ma vie pour les 10 prochaines années. Alors, j'ai pris une décision que je ne m'étais jamais autorisée à imaginer. Ce soir-là, pendant qu'ils m'ignoraient et retournaient à leurs écrans, j'ai commencé tranquillement à planifier ma sortie. En quelques heures, je serais parti, et la fille qu'ils qualifiaient de « trop sensible » était sur le point de devenir la seule personne sans qui il ne pourrait plus vivre. Si vous avez déjà eu l'impression d'être la femme de ménage non rémunérée de votre propre famille, restez avec moi jusqu'à la fin. Partagez cette histoire et dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez si votre propre mère laissait vos jeunes frères et sœurs éviter les corvées pendant que vous étiez forcé de tout porter seul. Le jour où tout a finalement explosé n'avait rien de spécial sur le calendrier. Pas de jour férié, pas d'anniversaire, juste un autre jour de semaine dont personne ne se souviendrait, à moins de compter la façon dont toute ma vie s'est divisée en un « avant » et un « après ». J'étais à la fac depuis 8 heures du matin, cours magistral, interrogation, projet de groupe, puis un sandwich avalé à la hâte, debout dans la salle de pause au travail. Au moment où mon service s'est terminé, mes pieds me faisaient mal et mon cerveau semblait bourdonner. Je me souviens avoir pensé, si je peux juste rentrer à la maison et m'allonger 30 minutes, je survivrai. J'ai ouvert la porte de notre appartement et j'ai su que ces 30 minutes n'arriveraient jamais. L'odeur m'a frappé en premier. Vieille nourriture, chaussettes sales, quelque chose de collant qui n'aurait pas dû l'être. Le salon donnait l'impression qu'une tornade était passée et avait décidé de s'installer sur le long terme. Des manettes de jeu par terre, des verres sur chaque surface, un paquet entier de chips écrasés dans les coussins du canapé. Pendant une seconde, je suis resté là, mon sac à dos s'enfonçant dans mon épaule, les clés encore à la main, à regarder fixement. Vous connaissez ce sentiment quand vous êtes si fatigué que votre corps devient froid au lieu de chaud? C'était moi. J'ai laissé tomber mes clés sur la table. Elles ont rebondi sur une pile de courriers. J'ai reconnu des avis de retard, des factures de services publics, des choses que je triais, payais, suivais normalement et des choses que personne d'autre n'avait touchées. De l'autre pièce, j'ai entendu des rires et le son d'une vidéo à plein volume. Je suis entré dans le salon, j'ai marché sur un gobelet en plastique et il s'est fêlé sous ma chaussure. Personne ne s'est même retourné. Peux-tu mettre ça en pause une seconde? Ai-je dit. Ma voix me semblait trop calme à mes propres oreilles. Une tête s'est légèrement tournée. Quoi? J'ai pris une respiration que je ne pouvais pas me permettre. J'avais fait ça de manière émotionnelle 1 millier de fois, suppliant, expliquant, pleurant. Cette fois, je voulais que ce soit simple, factuel, indéniable. Regardez autour de vous, ai-je dit. Je suis rentré du travail il y a 5 minutes. Qui pensez-vous va nettoyer tout ça? Silence, puis un haussement d'épaule. Je ne sais pas. Pas moi. J'ai eu une longue journée, moi aussi. Quelque chose en moi a cédé. J'ai marché jusqu'à la télévision et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran est devenu noir. Maintenant, j'avais toute leur attention. J'en ai fini, ai-je dit. Nous allons faire un planning des corvées aujourd'hui. Fini que je fasse tout pendant que vous ne faites rien. Je suis à l'université. Je travaille, et je ne suis pas votre femme de ménage. Immédiatement, les plaintes ont commencé. Pourquoi tu pètes les plombs?
Tu fais toujours ça. C'est juste un peu de désordre. Tu es dramatique. Ma mère est entrée à ce moment-là, s'essuyant les mains sur une serviette comme si elle avait été occupée dans la cuisine, même si je pouvais voir les boîtes de plats à emporter sur le comptoir derrière elle. Qu'est-ce qui se passe encore? Je me suis tourné vers elle. Ce qui se passe, c'est que je suis en train de m'épuiser. Je vais en cours. Je travaille. Je fais la lessive, la vaisselle, le ménage, les factures. Ils ne font rien. Tu les laisses ne rien faire. Et quand je dis quelque chose, tu me dis que je suis trop sensible. Elle a froncé les sourcils comme si je venais de l'insulter. Léa, tu sais que ce n'est pas vrai. Je fais beaucoup de choses ici, et tu es l'aîné. Tu es censé montrer l'exemple. Montrer l'exemple? Ai-je répété. De quoi? Laisser les gens vous marcher dessus? Leur apprendre que s'il ignore un problème assez longtemps, quelqu'un d'autre le résoudra? La pièce est devenue silencieuse de cette manière lourde qui signifie qu'une explosion est imminente. J'ai continué malgré tout. J'avais déjà perdu la tranquillité, il n'y avait plus rien à protéger. J'ai attrapé un carnet dans mon sac, je me suis assise à la table et j'ai commencé à dessiner un simple tableau. 3 colonnes, 7 rangées, vaisselle, poubelle, lessive, sol. J'ai écrit mon nom en haut d'une colonne et des espaces vides en haut des autres. Nous allons faire ça comme des adultes, ai-je dit. Chacun prend ses responsabilités. Chacun s'y tient. Mes frères et sœurs ont grogné. Ma mère a croisé les bras. C'est ridicule. Ils ont des activités scolaires. Ils sont occupés. Je les regardais fixement. J'ai l'université et un travail. Je fais quand même tout ça. S'ils sont assez grands pour laisser des verres partout et manger sur le canapé, ils sont assez grands pour rincer une assiette et sortir les poubelles. Elle a levé les yeux au ciel. Voilà encore. Ce petit geste qui disait, c'est reparti. Elle surréagit. Tu as vraiment besoin de te calmer, a-t-elle dit. Tu fais une scène pour rien. Rien. Ce mot m'a brûlé. Mon temps, mon énergie, ma santé mentale, rien. J'ai senti ma voix devenir plus basse, plus stable. Je ne fais pas de scène. Je trace une limite. Je ne continuerai pas à vivre comme ça. Et c'est à ce moment-là que ma mère a prononcé la phrase qui a tout transformé, d'une dispute en une décision. Si ça ne te plaît pas ici, tu peux partir. Pendant des années, cette phrase avait été utilisée comme une menace, une façon de me faire taire, de me rappeler que j'étais dépendante, que je n'avais nulle part où aller. Cette fois, elle a atterri différemment. Au lieu de la peur, j'ai ressenti de la clarté. Vous savez, ces moments où la pièce semble soudain plus lumineuse, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur dans votre tête? Je l'ai regardé, vraiment regardé, puis j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Peut-être que je le ferai. Elle a cligné des yeux, décontenancée. Ne sois pas ridicule. Je ne suis pas ridicule, ai-je répondu. Je te prends au mot pour une fois. Si demander un respect de base est trop, alors peut-être que je ne devrais pas être ici. Ils se sont tous mis à parler en même temps, puis, accusant, se moquant, ignorant. Tu ne vas nulle part. Tu essaies juste de nous faire peur. Arrête d'être enfantine. Mais à l'intérieur, la décision avait déjà été prise. J'ai pensé aux factures en retard que je gérais, aux emplois du temps que je coordonnais, au désordre que je nettoyais. J'ai pensé à quel point leur vie serait facile jusqu'au jour où je cesserais simplement de tout maintenir. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous lance, si ça ne te plaît pas, sans réaliser que vous êtes enfin prête à le prendre au mot? Parce que c'est exactement ce que j'ai décidé de faire. Ce même jour, dès que je suis retourné dans ma chambre, le bruit du salon s'est estompé comme si quelqu'un avait fermé une porte dans ma tête. Mes mains tremblaient encore, mais ce n'était plus de peur. C'était de l'adrénaline. Ma chambre était petite, à peine assez grande pour un lit, une commode et un minuscule bureau. Mais c'était le seul espace de tout l'appartement que je sentais être le mien. J'ai fermé la porte, je me suis adossé contre elle et je me suis permis de poser la question que j'avais toujours évitée. Et si je partais vraiment? Pas un jour. Pas quand les choses iraient mieux. Aujourd'hui.
Pour la première fois, l'idée ne semblait pas ridicule. Elle semblait possible. Moche et dure et terrifiante, oui, mais possible. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert mes messages. Il y avait une personne à qui je savais que je pouvais envoyer un texto sans être jugé pour vouloir partir, Clara. Elle travaillait avec moi au café, celle qui plaisantait toujours en disant que j'avais en gros 2 emplois à plein temps, l'université et être la gouvernante non rémunérée de ma famille. J'ai tapé, effacé, puis finalement envoyé, « Je peux te demander un truc insensé ?» Elle a répondu en quelques secondes. Ce sont mes questions préférées. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 minute plus tard, je déballais tout. La dispute, le tableau des corvées, « tu peux partir si ça ne te plaît pas », et la partie que je n'avais encore dite à personne, « je crois que je veux vraiment partir ». Elle n'a pas répondu avec un mur de pitié ni ne m'a dit que je surréagissais. Elle a envoyé une seule phrase qui m'a soulagé la poitrine. Alors trouvons un moyen. Pendant que le reste de ma famille était assis dans le salon, supposant que je me calmerais et reviendrais frotter leurs assiettes, j'étais assise sur mon lit et j'ouvrais un nouvel onglet sur mon téléphone, chambre à louer près de la fac. Je ne partais pas de zéro. J'avais des économies du café. Pas grand-chose, mais assez pour une caution si je trouvais quelque chose de petit. J'avais mon propre salaire. J'avais un patron qui m'aimait bien et qui me donnerait volontiers des heures supplémentaires si j'en avais besoin. En faisant défiler les annonces, je me suis souvenu de chaque fois où j'avais pensé « j'aimerais pouvoir partir », puis je m'étais forcé à arrêter de rêver parce que ça faisait trop mal. Cette fois, je n'ai pas arrêté. Un endroit a attiré mon attention. Petite chambre, appartement en colocation, vieil immeuble, mais c'était à 3 stations de métro de la fac et moins cher que ce à quoi je m'attendais. J'ai regardé les photos. Mur blanc nu, un lit étroit, une petite fenêtre. Ça n'avait pas l'air de grand-chose, mais dans ma tête, ça ressemblait à la liberté. Vous connaissez cette phrase que les gens disent toujours, « Ils ne survivront jamais sans moi ?» Je pensais que c'était dramatique. Maintenant, je réalisais que c'était simplement vrai. Ma famille ne voyait pas la moitié de ce que je faisais. Les courriels auxquels je répondais pour ma mère, les formulaires que je remplissais, les frais de retard que j'évitais, les appels que je passais quand quelque chose se cassait. Si je partais, la maison ne brûlerait pas littéralement, mais leur confort soigneusement organisé, si. Et pour la première fois, je voulais qu'ils ressentent ne serait-ce qu'une fraction du poids que j'avais porté seul. J'ai envoyé un message au propriétaire, m'attendant à moitié à ne pas avoir de réponse. Au lieu de ça, mon téléphone a sonné, une voix calme à l'autre bout du fil. Il nous reste une chambre. Vous pouvez venir la voir ce soir si vous voulez. Ce soir? Mon cœur s'est emballé. J'ai jeté un œil à l'horloge. Si je partais maintenant, je pouvais y arriver. J'ai dit à ma mère que j'allais faire une promenade. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Prends tes clés, a-t-elle dit. Ne rentre pas tard. Si elle avait regardé mon visage, vraiment regardé, elle aurait peut-être remarqué que quelque chose était différent. Mais elle ne l'a pas fait. Ça m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre, et ça m'a poussé encore plus près du bord. La chambre était exactement comme sur les photos. Petite, simple, calme. Le propriétaire a passé en revue les règles, le loyer, la caution. Je répondais automatiquement, mon esprit à moitié dans la conversation et à moitié rejoignant les mots « tu es trop sensible » et « si ça ne te plaît pas, pars ». La voulez-vous? A-t-il demandé. Il y a quelqu'un d'autre intéressé ce week-end. Je me suis entendu dire « oui, je la veux ». Quand je suis parti, je tenais un jeu de clés qui n'appartenait pas à l'appartement de ma mère. Mes mains ont tremblé tout le long du chemin du retour. Ce n'était plus un fantasme. J'avais un endroit où aller ce soir. De retour dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai sorti un sac de sport. D'abord les vêtements, mon ordinateur portable, les documents importants, les choses que j'avais achetées avec mon propre argent. Je ne fuyais pas comme une enfant. Je déménageais comme une adulte qui avait enfin réalisé qu'elle n'avait pas à vivre comme le plan de secours de tout le monde. Pendant une brève seconde, la culpabilité m'a envahi. Et s'il n'arrive vraiment pas à gérer? Et si tout s'effondre? Puis une autre pensée a répondu, nette et claire, c'est peut-être ce qui doit arriver. Peut-être que la seule façon pour qu'ils comprennent que tu n'étais pas trop sensible,
c'est qu'ils ressentent enfin à quel point tout ça a été lourd sans toi pour le soutenir. Je n'essayais pas de les détruire. J'essayais de les empêcher de me détruire. Mais si cela signifiait quelques factures en retard et un peu de panique en cours de route, j'en avais fini de les protéger de ça. J'ai fermé le sac, jeté un dernier regard à la chambre qui n'avait jamais vraiment été la mienne, et je suis sorti dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. Ma mère a appelé depuis le canapé sans tourner la tête. « Où vas-tu avec ce sac ?» Cette fois, je n'ai pas menti. « Je fais ce que tu m'as dit de faire », ai-je dit. « Tu as dit que si ça ne me plaisait pas ici, je pouvais partir. Alors je pars aujourd'hui. » Avez-vous déjà vu le visage de quelqu'un passer de la confiance à la terreur en 3 secondes? Parce que c'est exactement ce que j'ai vu quand elle m'a enfin regardé. Pendant un moment, personne n'a parlé. La télévision bourdonnait en arrière-plan, remplissant le silence de rire en conserve qui ne correspondait pas du tout à l'atmosphère de la pièce. Ma mère s'est redressée. « Ce n'est pas drôle », a-t-elle dit. « Pose ce sac. Arrête d'être dramatique. » J'ai resserré ma prise sur la sangle. Je ne plaisante pas. J'ai déjà trouvé une chambre. J'ai signé. J'ai les clés. Je déménage. Mes frères et sœurs me regardaient comme si je venais d'annoncer que je partais vivre sur une autre planète. « Tu n'es pas sérieuse », a dit l'un d'eux. « Tu dis toujours des trucs comme ça. » « Non », ai-je répondu, et j'ai été surprise de la fermeté de ma voix. « Je le pense toujours. Je ne le dis jamais. Aujourd'hui, je le dis et je le fais. » Le visage de ma mère a de nouveau changé, passant de l'irritation à la colère. « Alors tu vas juste abandonner ta famille? Après tout ce que j'ai fait pour toi, après toutes les fois où j'ai été là pour toi ?» La liste est sortie comme un réflexe. Le toit sur ta tête, la nourriture dans ton assiette, les sacrifices que j'ai faits. J'ai dégluti difficilement. Je suis reconnaissante pour ces choses. Vraiment. Mais nourrir son enfant et lui donner un endroit où dormir n'est pas un contrat à vie qui dit qu'il doit travailler comme votre gouvernante à domicile pour toujours. Tu es tordu, a-t-elle lâché. Toutes les familles s'entraident. Exactement, ai-je dit. S'entraident. Pas une personne qui fait tout pendant que les autres la traitent de « trop sensible » quand elle ose enfin parler. Je pouvais voir la panique commencer à s'insinuer dans ses yeux, même si elle essayait de tenir bon. Qui va s'occuper des choses si tu pars? La réponse honnête était simple, les personnes qui auraient dû aider depuis le début. Mais je savais qu'elle ne voulait pas entendre ça. Je me suis approché de la table, j'ai attrapé la pile de factures impayées et je les ai posées devant elle. Voici l'électricité, Internet, le rappel de loyer. J'ai suivi tout ça. À partir de maintenant, tu devras le faire toi-même ou leur montrer comment faire. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle avait toujours pu compter sur moi pour gérer les choses ennuyeuses. Soudain, ennuyeux, était devenu terrifiant. Tu ne peux pas me laisser ça comme ça, a-t-elle dit. J'ai senti un rire amer monter dans ma poitrine. C'est exactement ce que tu me fais depuis des années. La seule différence, c'est que j'étais une enfant quand ça a commencé. Mes frères et sœurs ont enfin pris la parole, leur voix montant. Alors tu pars vraiment, comme ça? Tu te fiches de ce qui nous arrive? Si je m'en fichais, je serais parti il y a longtemps, ai-je dit. Je m'en soucie tellement que ça m'a presque brisé. C'est pourquoi je dois partir maintenant, avant de me perdre complètement. Je les voyais passer par tout un cycle de réactions, le déni, la colère, la culpabilisation. Tu reviendras en rampant. Tu ne peux pas te le permettre. Nous te manquerons trop. Peut-être qu'il me manquerait. En fait, je savais que oui. Mais le manque de quelqu'un n'est pas la même chose que d'être obligé de se détruire pour lui. J'ai mis mon numéro de téléphone sur un post-it et je l'ai collé sur le réfrigérateur, même s'il l'avait déjà. À côté, j'ai écrit une phrase simple, si vous avez besoin de conseils, appelez. Si vous avez besoin d'une femme de ménage, engagez en une. Ma mère l'a lu et son visage s'est tordu. Tu es cruel. Non, ai-je dit doucement. Je suis enfin honnête. Je ne m'attendais pas à une réconciliation digne d'un film. Je n'en ai pas eu. Il n'y a pas eu de larmes, d'étreinte et de compréhension soudaine.
Il y a eu des voix qui s'élevaient, des accusations et une porte claquée. La mienne, en sortant. Le couloir devant notre appartement semblait différent ce jour-là. Je l'avais parcouru 1000 fois, revenant toujours au même cycle. Cette fois, chaque pas m'éloignait de la version de moi-même qui croyait n'avoir pas le choix. Le trajet en métro jusqu'à mon nouvel endroit était flou, bruit, lumière, inconnu. Mes nouvelles clés semblaient lourdes dans ma poche. Je n'arrêtais pas de les toucher comme pour confirmer qu'elles étaient réelles. La chambre était encore vide quand je suis arrivé, juste le lit étroit et les murs nus qui m'attendaient. J'ai laissé tomber mon sac, je me suis assise, et pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de vaisselle qui m'appelait, pas de lessive en attente, pas de voix criant depuis l'autre pièce pour demander où était quelque chose. C'était si silencieux que c'en était presque douloureux. Je me suis laissé pleurer quelques minutes, non pas parce que je regrettais d'être parti, mais parce que sortir d'un rôle que vous avez joué toute votre vie, c'est comme perdre une partie de vous-même, même quand cette partie vous tuait. Mon téléphone a vibré. Une série de messages de la maison. Où as-tu mis la lessive? Comment je paie Internet? Quand est-ce que tu reviens? Tu ne peux pas nous ignorer comme ça. J'ai regardé l'écran. Mon ancien moi serait retourné en courant, ou au moins les aurait guidés pas à pas, accomplissant un travail émotionnel et logistique à distance. Le nouveau moi a tapé quelque chose de différent. Vous pouvez vous débrouiller. Regardez les étiquettes. Appelez la société. Il y a des instructions sur les factures. C'est tout. J'ai appuyé sur envoyer. Pas d'excuses, pas de surexplication, juste la vérité. Ils en étaient capables. Ils n'avaient juste jamais été forcés de l'être. Une minute plus tard, un autre message est apparu. Alors, tu nous laisses vraiment nous débrouiller seuls avec ça. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu, je ne vous quitte pas. Je quitte la version de cette famille où je suis la seule à nettoyer, planifier et me soucier des conséquences. Si vous me voulez dans votre vie, apprenez à porter votre part. Il n'y a pas eu de réponse après ça. Pas tout de suite. Juste 3 points qui clignotaient et disparaissaient. Avez-vous déjà quitté une situation qui vous brisait pour ensuite vous asseoir dans le premier moment de silence en vous demandant si vous étiez courageux ou égoïste, ou les deux? Parce que c'est exactement là que j'étais, assise sur ce lit étroit dans une chambre qui sentait la peinture fraîche et la possibilité. Je pensais que partir serait la fin de l'histoire. J'avais tort. Partir n'était que le début. La vraie vengeance, c'est ce qui s'est passé quand ils ont réalisé que j'étais sérieuse et qu'il n'y avait plus personne pour réparer discrètement tout ce qu'ils avaient ignoré. Les premiers jours dans ma nouvelle chambre, c'était comme marcher avec un poids en moins sur mes épaules et un nouveau qui appuyait sur ma poitrine. La liberté était réelle. La peur aussi. Je me réveillais avec ma propre alarme, pas avec quelqu'un qui criait mon nom parce qu'il ne trouvait pas ses chaussures. Je me faisais un café pour une personne. Je laissais une seule tasse dans l'évier et j'avais vraiment le temps de la laver avant de sortir en courant. Pas de pile, pas de comptoir collant, personne n'attendant que je répare ce qu'ils avaient cassé. Mais le silence avait une façon de faire vibrer mon téléphone plus fort. Le 3e jour, j'étais à la bibliothèque quand mon écran s'est allumé, 10 appels manqués de ma mère, 3 de mon frère, un déluge de messages dans notre conversation de groupe familial. Internet ne fonctionne pas. Que as-tu fait du mot de passe? La compagnie d'électricité a appelé, quelque chose à propos d'une facture en retard. Où sont les identifiants pour l'application bancaire? Il faut que tu viennes régler ça. J'ai regardé les notifications, le cœur battant. Ça y était, le début de l'effondrement. La partie de moi qui avait été entraînée à bondir et à tout réparer était déjà à moitié hors de ma chaise. Puis je me suis souvenu de la note sur le réfrigérateur, si vous avez besoin de conseils, appelez. Si vous avez besoin d'une femme de ménage, engagez en une. Ils ne demandaient pas de conseils. Ils réclamaient le retour de leur femme de ménage. Je me suis forcé à me rasseoir et j'ai répondu par texto. Court et clair. Regarde au dos du dossier bleu dans le tiroir près du micro-ondes. Tout y est écrit. Appelle le numéro sur la facture. Mets en place le paiement automatique. Vous pouvez le faire. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Je pouvais de toute façon entendre la voix de ma mère dans ma tête.
Tu ne peux pas nous abandonner quand les choses se compliquent. Nous sommes une famille. Mais c'était ça le problème. Ça avait toujours été compliqué. J'avais juste été la seule à le gérer. Ce soir-là, Clara et moi étions assises par terre dans ma nouvelle chambre, mangeant des nouilles instantanées dans des bols dépareillés. Elle a écouté pendant que je lisais les messages à voix haute. Alors il s'effondre déjà après 3 jours, a-t-elle dit. C'était rapide. J'ai ri, mais le son était tremblant. Je me sens horriblement mal. Je sais à quel point ce genre de choses est stressant. Je ne veux pas qu'il souffre. Elle a penché la tête. Mais ça ne te dérangeait pas de souffrir seul? Les mots piquaient parce qu'ils étaient vrais. Pendant des années, personne ne s'était inquiété de la pression que je subissais. Maintenant que cette pression retombait sur eux, c'était soudain une urgence. Tu ne les fais pas souffrir, a-t-elle ajouté. Tu leur donnes une chance de grandir enfin. Tu n'es pas leur mère. La semaine suivante a prouvé qu'elle avait raison. Et aussi que la croissance est laide, bruyante et s'accompagne généralement de beaucoup de plaintes. Les messages continuaient d'arriver. Comment on réinitialise le routeur? Où est le numéro du propriétaire? La machine à laver est cassée. Il y a de la moisissure dans le frigo. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai répondu à certaines questions, celles qui visaient vraiment à apprendre. Débranche le routeur. Attends 30 secondes. Rebranchez-le. Le numéro du propriétaire est sur le bail. C'est dans le tiroir du haut du meuble de l'entrée. Frotte la moisissure. Jette la vieille nourriture. Il faut vérifier les dates de péremption. Mais dès qu'un message se transformait en exigence, en reproche, je me retirais. Tu es égoïste. Tu ne comprends pas à quel point c'est dur. Tu ruines cette famille. Ceux-là n'ont eu aucune réponse. Une nuit vers minuit, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un appel vidéo. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose dans ma poitrine ne me laissait pas faire. J'ai répondu. La caméra montrait notre cuisine, ou ce qui était autrefois notre cuisine. De la vaisselle empilée dans l'évier, des poubelles qui débordaient, une tache collante qui s'étalait sur le comptoir. Le visage de mon frère flottait dans le coin de l'écran, affolé. On n'y arrive pas, a-t-il dit. Tout est en désordre. Maman pète les plombs. On a essayé de faire la lessive et on a fait rétrécir la moitié des vêtements. On a oublié les poubelles et ça sent la mort. J'ai ravalé la première chose qui m'est venue à l'esprit, qui était, c'est à ça que ça ressemblait tout le temps. Vous ne l'aviez juste jamais remarqué parce que je nettoyais. Au lieu de ça, j'ai demandé, avez-vous fait une liste? Il a froncé les sourcils. Une liste de quoi? De tout ce qui doit être fait, à quelle fréquence? Qui va faire quoi? C'est ton truc, ça, a-t-il dit. Tu es doué pour l'organisation. J'ai secoué la tête. Non, ce n'est pas mon truc. C'est une compétence de base. Vous en aurez besoin, que je sois là ou non. Il a grogné. Pourquoi tu es comme ça? Parce que, ai-je dit lentement, si je règle ça pour vous maintenant, vous n'apprendrez jamais, et je ne serai jamais libre. Ses yeux se sont tournés vers quelqu'un hors champ. Puis la voix de ma mère a retenti, sèche et fatiguée. Léa, arrête de tourmenter ta famille. Rentre juste à la maison et aide. Tu as prouvé ce que tu voulais prouver. Tourmenter. Le mot a résonné. Je ne vous tourmente pas, ai-je dit. Je vis ma propre vie. Vous expérimentez ce que j'ai vécu pendant des années. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la réalité qui vous rattrape enfin. Il y a eu une longue pause. Pour la première fois, j'ai remarqué à quel point ma mère avait l'air épuisée, des cernes, les cheveux relevés en un chignon désordonné, un torchon encore à la main. C'est trop, a-t-elle murmuré. Je ne peux pas travailler et gérer les factures et garder cet endroit propre et m'assurer qu'ils font leur devoir et me souvenir des rendez-vous, et elle s'est arrêtée en pleine phrase. Je n'ai pas eu besoin de la terminer pour elle. Et pourtant, j'avais fait exactement ça, en plus de mes propres études et de mon travail. Tu t'entends? Ai-je demandé doucement. C'est ce que je faisais. Seul. Ses yeux ont vacillé. Pendant un instant, j'ai cru voir quelque chose comme une prise de conscience.
Puis, aussi vite, elle l'a repoussé. Tu es plus forte que, a-t-elle dit. Tu peux en supporter plus. C'était le mensonge sur lequel j'avais bâti toute ma vie. Ce n'est pas parce que je peux en supporter plus que je devrais, ai-je répliqué. Et ça ne veut certainement pas dire que tu devrais l'attendre de moi gratuitement pour toujours. Elle a expiré bruyamment. Très bien, reste dans ta petite chambre et fais semblant de ne pas te soucier de ce qui arrive à ta famille, mais ne reviens pas en courant quand tu réaliseras à quel point tu es égoïste. L'appel s'est terminé avant que je puisse répondre. J'ai regardé mon reflet sur l'écran noir. Mes yeux étaient rouges, mais pas d'avoir pleuré. D'avoir tenu bon, d'avoir refusé de briser la limite que j'avais fixée. Le lendemain au travail, j'ai fait une erreur sur la commande d'un client parce que mon cerveau était à moitié à la caisse, à moitié dans cette cuisine. Mon manager m'a pris à part. Tu as besoin d'un jour de congé, a-t-il dit. On dirait que tu portes le monde sur tes épaules. J'ai failli rire. Si seulement il savait. Les jours se sont transformés en semaines. Lentement, les messages ont changé. Moins de reproches, plus de questions pratiques. Comment on fait une liste de courses de base? À quelle fréquence nettoies-tu la salle de bain? Comment planifies-tu les repas pour une semaine? J'ai répondu à celle-là calmement, sans me presser, sans proposer de venir le faire pour eux. Puis un après-midi, un autre type de message est arrivé. Pas une question, une affirmation. On a tout gâché. Mes doigts se sont figés au-dessus du clavier. Avant que je puisse répondre, un autre texto est apparu. Le loyer est en retard. Maman pensait que tu l'avais payé la semaine dernière comme toujours. Le propriétaire est passé. Il nous donne une dernière chance. Mais il était vraiment en colère. J'ai fermé les yeux. Un loyer en retard signifiait des frais de retard. Des avertissements. De vraies conséquences. Mon ancien moi aurait vidé ses économies pour arranger ça. Le nouveau moi a tapé, avez-vous trouvé un plan pour le payer? Il y a eu une longue pause. On vend des trucs, on coupe certaines choses. Maman demande des heures supplémentaires. C'est grave. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne réalisait pas à quel point tu en faisais. J'ai fixé ces mots. Elle ne réalisait pas à quel point tu en faisais. C'était là, le début de l'aveu dont j'avais eu besoin pendant des années. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas jubilé. Ce n'était pas un jeu, c'était la stabilité de ma famille. Mais je ne me suis pas non plus précipité pour les sauver. J'ai répondu, je suis désolé que ça en soit arrivé là. C'est ce que j'essayais de vous dire. Je suis contente que vous preniez les choses en main maintenant. Cette nuit-là, allongé dans mon lit étroit, j'ai réalisé quelque chose. Ma vengeance ne consistait pas à les faire souffrir. Elle consistait à les forcer à voir le travail invisible qu'ils avaient pris pour acquis et à en ressentir enfin le coup. La question était, quand ils le verraient, est-ce que ça changerait quelque chose entre nous, ou est-ce qu'ils m'en voudraient simplement d'être partis? J'ai eu ma réponse une semaine plus tard, quand on a frappé à ma porte et que je l'ai ouverte pour trouver ma mère debout dans le couloir, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Pendant une seconde, j'ai cru que je l'imaginais. Elle ne venait jamais de mon côté de la ville. C'était trop loin, trop peu pratique, trop d'ennuis. Pourtant, elle était là, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage, les yeux balayant le couloir étroit. « Salut », a-t-elle dit. Sa voix semblait fatiguée. Ni sèche, ni sur la défensive, juste fatiguée. Je me suis écarté. « Tu veux entrer ?» Elle a hésité, puis a hoché la tête. Ma chambre a soudain semblé encore plus petite avec elle à l'intérieur, comme deux mondes qui entraient en collision dans un espace exigu. Elle a regardé autour d'elle. Le lit, le petit bureau, l'unique chaise. Pas de désordre, pas de chaos. Juste la trace de ma vie, soigneusement rangée dans les coins. « Alors, c'est ici que tu étais » a-t-elle murmuré. « Ouais » ai-je répondu. « C'est ici. » Pendant un instant, nous sommes restés là, sans savoir quelle version de nous-mêmes être. Le vieux schéma m'attirait. J'ai failli lui demander si elle voulait boire quelque chose, si elle avait mangé, si elle allait bien. Puis je me suis souvenu pourquoi nous étions là, pourquoi j'étais là. Elle s'est assise sur le bord de mon lit,
lissant la couverture comme si c'était une excuse pour éviter mon regard. Finalement, elle a dit, les choses ont été difficiles depuis que tu es parti. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai attendu. Les factures, le ménage, la cuisine, les rendez-vous. Elle a secoué la tête. Je n'avais aucune idée que tu gérais autant de choses. Si, tu le savais, ai-je dit doucement. Je te l'ai dit plusieurs fois. Tu ne voulais juste pas le voir. Elle a tressailli mais n'a pas argumenté. Rien que ça, c'était nouveau. Tu as raison, a-t-elle admis. Je t'ai ignoré. J'ai pensé que tu exagérais. J'ai pensé que tu étais juste émotive. Trop sensible, ai-je terminé pour elle. Elle a grimacé. Oui. Ça. Le silence s'est étiré entre nous. Quelque part dans le couloir, quelqu'un a monté sa musique. Un chien a aboyé. La vie continuait, indifférente au fait que ma mère prononçait enfin les mots dont j'avais eu besoin depuis si longtemps. Je suis désolé, a-t-elle dit à voix basse. Pas le genre de désolé dramatique des films. Un petit, brut, presque embarrassé. Je ne voulais pas croire que j'avais fait en sorte que mon propre enfant se sente utilisé. Alors je me suis dit que tu étais plus forte, que tu pouvais le supporter, que c'était bon pour toi d'être responsable. J'ai dégluti. Être responsable, ce n'est pas la même chose qu'être exploité. Je le sais maintenant, a-t-elle dit. Elle a pris une profonde inspiration. Le loyer en retard l'autre semaine m'a fait peur. Le propriétaire a dit qu'un autre retard comme ça, et il commencerait la procédure d'expulsion. J'ai réalisé à quel point j'avais compté sur toi sans même y penser. J'aurais dû être celle qui leur apprenait, pas celle qui te laissait tout sur le dos. C'était là, le vrai coup. Pas seulement une cuisine en désordre ou une pile de linge, mais un foyer en danger parce que la personne qui le maintenait était partie. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit. Je n'en ai pas eu besoin. C'était là, dans l'air entre nous. Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Ai-je demandé. J'ai besoin de savoir si tu es ici pour demander mon aide ou ma présence. Il y a une différence. Elle a levé les yeux brusquement. Que veux-tu dire? Si tu es ici parce que tu veux que je revienne et que je répare tout à nouveau, ça n'arrivera pas, ai-je dit. Je ne réemménagerai pas. Je ne serai pas la personne par défaut pour chaque crise. Je t'aime. Je les aime. Mais je ne retournerai pas à ce rôle. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle les a refoulés. Je ne suis pas ici pour te traîner de force, a-t-elle dit. Je vois bien que tu vas mieux toute seule. Mieux est un mot compliqué, ai-je pensé. Mais je n'étais définitivement plus en train de me noyer comme avant. Alors pourquoi es-tu ici? Ai-je demandé. Elle a tortillé la sangle de son sac à main. Parce que la maison est différente sans toi. Plus calme, moins organisée, moins chaleureuse. Pas parce que personne ne fait les corvées on essaie, je te le promets. Mais parce que c'était toi qui maintenais tout le monde ensemble. Et je n'ai pas respecté ça. Je l'ai utilisé comme une arme. L'honnêteté de cette phrase m'a coupé le souffle. Je ne te demande pas de venir nettoyer, a-t-elle continué. Nous apprenons. Les enfants se plaignent, mais ils font leur part. J'essaie. J'ai fait un budget. Nous avons fait un tableau des corvées, un vrai cette fois. Personne n'en est effacé. Je l'ai imaginé. Un tableau où mon nom ne remplissait pas chaque ligne, où les noms des autres avaient des taches à côté. C'était une petite chose. C'était tout. Je voulais te voir, a-t-elle dit simplement. Ma fille me manque. Pas l'employé que j'ai fait de toi. Toi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon esprit a revécu toutes les nuits où j'avais pleuré en faisant la vaisselle, toutes les fois où elle m'avait traité de dramatique, d'ingrate, de trop sensible, tous les anniversaires et les projets que j'avais abandonnés parce que la maison avait plus besoin de moi. J'ai pensé aux spectateurs qui regarderaient ceci si ma vie était une vidéo, attendant que je dise que je pardonnais tout instantanément ou que je coupais les ponts pour toujours. Mais la vraie vie n'est pas si nette. Je me suis assise sur la chaise en face d'elle. Vous me manquez aussi, ai-je dit. Mais je ne peux pas prétendre que ce que vous avez fait ne m'a pas blessé. Et je ne peux pas être la seule à avoir changé.
Elle a hoché la tête. Je sais. Je ne te demande pas de faire semblant. Alors voici ce que je peux offrir, ai-je dit. Je peux venir dîner, pour un week-end parfois. Je peux être ta fille. Je peux être leur sœur. Je peux répondre aux questions et donner des conseils. Mais je ne vivrai plus là-bas. Et quand je suis là, je suis une invitée, pas le personnel. Elle a laissé échapper un souffle tremblant. Ça me semble juste. Juste. Un mot qui avait à peine existé dans notre maison auparavant. Il y a une dernière chose, ai-je ajouté. Si jamais tu me traites à nouveau de « trop sensible » pour avoir des sentiments sur la façon dont on me traite, ce sera la dernière conversation que nous aurons avant longtemps. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Puis elle a hoché la tête lentement. C'est juste aussi. Un silence lourd s'est installé dans la pièce, mais ce n'était pas le genre étouffant avec lequel j'avais grandi. C'était comme un champ qui avait été brûlé, sombre, vide et laid, mais prêt pour que quelque chose de nouveau pousse si nous étions prudents. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un morceau de papier plié. On a commencé à écrire les choses, a-t-elle dit. Pas pour toi, pour nous. Ce qui doit être fait. Qui fait quoi, et quand. Comme le tableau que tu avais essayé de faire ce jour-là. Je l'ai pris. L'écriture était brouillonne, les catégories inégales, mais ils étaient là, leur nom à côté de responsabilités réelles. Mon nom n'y figurait pas. J'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de justification. C'est ce que j'avais supplié d'avoir depuis le début. On est en retard sur certaines choses, a-t-elle admis. L'argent est serré. Les enfants sont agacés, mais ils apprennent. J'apprends. Il n'aurait pas fallu que tu partes pour que je comprenne. Mais c'est ce qu'il a fallu. Parfois, la seule façon pour les gens de remarquer que vous soutenez tout, c'est quand vous partez enfin et laissez tout tomber, ai-je dit. Elle a hoché la tête, les larmes coulant enfin. Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça. Je lui ai rendu le tableau. Je suis contente que vous fassiez ça, ai-je dit. Mais tu dois comprendre quelque chose. Ce n'est pas moi qui vous punis. C'est moi qui me protège, mon avenir. Je comprends, a-t-elle murmuré. Ou du moins, j'essaie. Nous sommes restés assises un moment à parler de petites choses, le travail, les études, ma nouvelle chambre, le fait que j'avais appris à cuisiner pour une personne sans faire de portions géantes pour toute la famille. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras à la porte. Ce n'était pas l'étreinte collante et pleine de culpabilité à laquelle j'étais habitué. C'était une étreinte prudente, presque respectueuse. En descendant le couloir, elle s'est retournée. Une dernière chose, a-t-elle dit. Oui. Tu n'es pas trop sensible, Léa. Tu avais raison. Tu as toujours eu raison à ce sujet. Ma gorge s'est nouée. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre cette phrase jusqu'à ce qu'elle soit enfin dite, suspendue entre nous comme un pont. Après son départ, je me suis assise sur mon lit et je me suis laissé tout ressentir. La colère qui était encore là, le soulagement, la petite lueur d'espoir que peut-être, lentement, douloureusement, nous pourrions construire un type de relation différent, où l'amour ne signifiait pas la servitude. Quelques semaines plus tard, je suis retourné à l'appartement pour dîner pour la première fois. La cuisine n'était pas parfaite, mais ce n'était pas non plus une catastrophe. Il y avait un tableau des corvées sur le réfrigérateur, exactement comme elle me l'avait montré. Chaque nom avait des taches en dessous. Le mien n'y était pas. Tu es une invitée, a dit ma mère en me voyant regarder. Assieds-toi, mange, repose-toi. Pour la première fois de ma vie, je l'ai fait. Assise à cette table, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ma vengeance n'avait jamais vraiment été une question de représailles. C'était une question de preuve. La preuve que je n'étais pas folle, que je n'étais pas faible, que ma douleur était réelle et que mes limites étaient valides. Ils avaient payé un prix pour m'avoir prise pour acquise, des frais de retard, du stress, des nuits blanches, un sentiment de contrôle ébranlé. J'avais payé un prix, moi aussi. Des années de ma vie passée